Écoutez, je vous propose peut-être qu'on fasse un petit tour de table. Donc d'abord, merci à tous d'être venus assister à ce webinaire sur les compétences dans le retail. Aujourd'hui, on va être trois autour de la table. Donc moi-même, Sarah Lasserie, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine, responsable du master en distribution et relations clients en formation initiale et de l'executive master retail en formation continue. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Yves Puget et Cédric Ducrot, à qui je vais laisser la parole pour se présenter. Donc merci à tous les deux d'être là avec nous ce soir. Vas-y, Cédric. J'étais en train de me demander quel était le junior ou l'aîné entre nous deux pour décider qui parlait le premier, je ne sais pas en fait. Je suis le On peut patron dire qu'on se connaît depuis 20 ans. je suis le patron du groupe Diamart, qui est un groupe de conseil spécialisé dans le retail, et nos clients sont les retailers, et donc je travaille avec des retailers tous les jours depuis que je suis tout petit. Donc Yves Puget, directeur de la rédaction du magazine LSA, depuis à peu près 20 ans, je crois, mais ça fait 30 ans que je suis à LSA. C'est assez rare aujourd'hui dans la presse de rester aussi longtemps dans un titre, mais c'est ce que je disais juste avant, c'est un secteur qui est passionnant, et LSA, c'est un magazine qui a été créé en 1958. Pour petite anecdote, de temps en temps, ça sert à rien d'être le premier, parce que le premier, c'était le même mois que le premier supermarché. Et le premier supermarché en France, c'était un express marché du groupe Goulet-Turpin. Donc, vous voyez, de temps en temps, être le premier, ça ne marque pas l'histoire. Et LSA, c'est un hebdomadaire, c'est 18 journalistes à plein temps, et c'est un site internet où on a un peu plus de 100 000 pages vues chaque jour. Voilà. Une référence effectivement dans le secteur. Donc l'objectif aujourd'hui, comme vous le savez, c'est de discuter autour des évolutions des compétences dans Et le ça va, tu retail. ne peux pas vraiment présenter, toi? Ah oui, si, j'ai dit que moi j'étais responsable des masters distribution et relations clients et de l'executive master retail. Et je suis maître de conférence à l'université, donc enseignant-chercheuse. Et donc j'enseigne autour du retail, de la stratégie de marque, des suivis de projets. J'anime aussi avec une équipe pédagogique formidable l'ESCOPS, qui est l'Observatoire de l'innovation commerciale, dont on a le plaisir d'avoir justement Cédric et Yves chaque année dans le jury Un pour plaisir. venir voir le formidable travail de nos étudiants dans ce décryptage de l'innovation dans le secteur. Et donc, Et et donc Sarah, c'est elle qui est la patronne, la copatronne avec Ludovic Lanoux, du tout nouveau Executive Master Retail, dont tu nous parleras un petit peu tout à l'heure, oui, qui est la première formation continue pour les futurs membres de Codir ou les membres juniors de Codir, on va dire, de Retail, mais on vous en reparlera tout à l'heure. ouais, effectivement. Donc ça, c'est aussi notre actualité à Dauphine en termes de création de formation. Parce qu'à Dauphine, on est aussi dynamique à ce niveau-là. On essaye de répondre aux besoins des marchés en termes de formation pédagogique. Donc là, il y avait une opportunité, on l'a saisie avec Cédric. Donc voilà, donc ce soir, on va vous parler de retail, mais plus précisément de compétences dans le retail. Comme on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est un secteur qui évolue, mais qui a aussi son inertie. Et donc, on voudrait un petit peu réfléchir ensemble sur, au niveau des ressources humaines et des compétences, qu'est-ce qu'on observe et quelles sont les tendances actuelles. Et donc peut-être pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet des compétences, j'aurais voulu vous interroger, Yves et Cédric, sur les mutations que vous observez, les plus grandes mutations qui vous semblent les plus importantes dans la transformation du retail en ce moment et pour les années à venir. Allez, vas-y. J'y vais. Merci Cédric. Alors c'est vrai, on se disait tout à l'heure, pour répondre à cette question, comment éviter des banalités. Donc on peut bien évidemment parler du digital, du développement durable, de nouveaux concurrents, que ces nouveaux concurrents viennent des États-Unis ou d'Alibaba et de Chine et qu'ils soient digitaux, ou qu'ils puissent venir tout simplement de Russie avec des magasins de hard discount à vraiment très très bas prix comme Mère, dont on attend toujours les 3 premiers magasins. Mais je me suis dit finalement, je vais prendre 2 points qui sont des points que j'estime assez récents et qui m'amusent assez. Et d'ailleurs, ce sera l'édito la semaine d'après de LSA. Voilà, je me sers de ça. Le premier point, moi, je suis assez frappé depuis 1 ou 2 ans. Alors, c'est pas juste un effet Rami Battier, le patron de Carrefour, mais c'est le retour du client. Euh,
Il y en avait un peu marre de parler du shopper, du consommateur, de cette hyper-segmentation. C'était trop intellectuel. Quelqu'un qui est dans un magasin, c'est un client. Et derrière le mot client, il y a des valeurs, il y a du respect et il y a du service qu'on doit apporter. Et je trouve que de plus en plus de distributeurs ou de commerçants réutilisent ce mot. Et j'ai envie de dire, ça fait du bien. Je suis désolé, j'ai pas vu un chef de rayon, une vendeuse parler à un shopper. Bonjour madame ou bonjour monsieur le shopper. Non, des clients. Ça fait du bien des clients. Il y a des secteurs qui n'ont jamais perdu. La pharmacie, par exemple, n'a jamais perdu ce mot du client. La grande distribution l'avait un peu oublié. Ça revient à la mode. Et je crois que c'est une mutation qu'on observe depuis quelques mois. C'est la première chose que je voulais dire. Et puis après, finalement, j'ai envie de dire qu'il y a, je vais rester dans la sémantique, comme ça c'est plus marrant. On a souvent confondu commerçant, distributeur. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que derrière, il y a les mêmes valeurs, les mêmes revendications? Ben, je trouve que c'est en train de s'éclaircir, parce que de plus en plus, il va y avoir les distributeurs d'un côté et les commerçants de l'autre. Et les deux peuvent faire le même métier, mais à des moments différents. Je pense que Internet est très souvent un métier de distribution. C'est très noble. Il y en a qui le font excellemment. Amazon le fait très bien. Mais lorsqu'on voit la multiplication des magasins automatiques, et j'y crois, il y en aura, les Amazon Go, mais également les Carrefour Flash, également les Auchan Go, pour moi, c'est un métier de distributeur. Et à côté de ça, vous avez des magasins de proximité, des Carrefour City, des Intermarché Express et d'autres qui font un métier de commerçant. Parce qu'il y a du monde en magasin pour expliquer, pour renseigner. Et je trouve qu'une des mutations de plus en plus, c'est qu'on va voir cette différenciation s'accentuer entre les distributeurs et les commerçants. Alors avant, on ne savait pas trop qui était qui. Voilà ce que je voulais dire. Et ouais, bah, ouais, c'est difficile de ne pas être d'accord. Juste, j'en profite avant de répondre, une chose qu'on a oublié de dire au début, Sarah, c'est que vous pouvez poser des questions, n'hésitez pas surtout. Ouais, Mais sur le chat. donc, comme vous avez vu, pour éviter le bazar, les micros sont coupés. Mais donc, utilisez le chat si vous voulez nous poser des questions et on sera content de rebondir, de faire de ça une conversation vivante. Moi, ce qui me frappe, je vais quand même revenir sur, en un mot sur ce qu'est la transformation, malgré tout, la plus structurante des 20 dernières années, qui est le développement du digital, quand même. Mais il me semble qu'on est en train d'arriver à un moment intéressant dans l'histoire du commerce. Si je le fais de manière très caricaturale, le digital, dans un premier temps, ça s'est développé à côté des métiers historiques, avec le e-commerce, bien sûr, le digital marketing. Donc, les fonctions marketing com ont été assez impactées, assez transformées. Mais à part ça, honnêtement, quand vous regardez un magasin aujourd'hui, un magasin il y a 15 ans, c'est quand même pas fondamentalement différent. Alors, on a rajouté une borne de click ou un point de click and collect et puis 2 écrans, quoi. Mais les métiers du magasin, les métiers de centrale d'achat, les métiers d'entrepôt, pour l'essentiel sur l'activité mainstream qui représente encore 80 ou 85% du chiffre d'affaires dans la plupart des distributeurs, finalement, n'est pas très très différente. Et donc les compétences, forcément, n'ont pas été bouleversées de ce côté-là. C'est-à-dire vous aviez d'un côté les gens qui venaient du carrelage et qui continuaient à faire le métier jusqu'à ces derniers temps de manière finalement relativement classique. Puis vous aviez les petits jeunes qui venaient du digital et puis le choc des cultures qui n'était pas forcément toujours simple à vivre. Et ça, je pense qu'on est en train de sortir depuis 2-3 ans. C'est fini ça. On est en train de passer dans une ère nouvelle dans laquelle le digital ou plus largement la technologie et les nouvelles pratiques sont en train d'impacter la totalité des métiers de l'entreprise, de la logistique au vendeur en passant par le chef de produit ou le comptable. Et donc, il y a des évolutions, il y a des mutations du secteur du commerce qu'on connaît, qui sont connues, mais surtout, il y a une mutation de la façon de faire le métier, y compris dans les entreprises historiques, qui est en train de s'accélérer là depuis 2-3 ans de manière très, très intéressante, je trouve. Oui, je compléterai si je peux rebondir. Très souvent, derrière le mot digital, on met l'e-commerce, qui est une erreur, parce que la plus grande révolution du digital, et Cédric, tu viens de le dire, ce sera interne. Mais juste pour le joke, on est en France, donc quand on pense qu'un politique avait voulu taxer les robots, c'est une aberration. Au contraire, il faut robotiser pour libérer le personnel des tâches fastidieuses et les mettre sur des tâches à valeur ajoutée. Mais je suis, moi, admiratif de voir tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en digital pour des gains de productivité et au service du consommateur.
Lorsqu'on voit aujourd'hui, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Tout le monde connaît les étiquettes électroniques de gondoles de différents fabricants, peu importe la marque. Mais quand on voit aujourd'hui qu'il suffit de passer avec son smartphone, enfin du chef de rayon ou de l'employé libre-service, pour immédiatement que ça bip, pour repérer quel est le produit dont la DLC va être limite pour l'enlever du rayon, c'est un gain de temps énorme plutôt que de vérifier un. Et c'est là où on va voir que le digital va totalement changer les métiers du commerce. Simplement, il ne faut pas faire juste de la peinture et ajouter ici une couche de digital, une autre couche de digital là. Mais là, c'est le rôle de Cédric. C'est la transformation des entreprises. Et là, c'est une vision globale et c'est pas de la peinture sur quelques murs. Ouais, effectivement, c'est des mutations assez profondes qui nécessitent des gros investissements financiers et humains, effectivement, qui appellent à changer les mentalités et changer les pratiques. Et ça, c'est pas neutre et c'est pas facile à faire du jour au lendemain. Et donc, vous avez vachement accentué cette idée que finalement les métiers changent chez les retailers physiques, mais est-ce que chez les pure players du digital, est-ce que eux aussi voient leur métier et leurs compétences évoluer aujourd'hui? C'est difficile, moi, je trouve, de répondre de manière globale à cette question, parce qu'en fait, des modèles de pure player, il y a des modèles extraordinairement différents, autant que dans le retail. C'est évident que c'est des sociétés dans lesquelles la compétence techno, tu as autant d'ingénieurs que de commerçants chez un pure player, souvent. Bon. Donc, évidemment, c'est des profils qui, globalement, sont très différents et des types de compétences et d'expertise sont très différents. Cela étant, le premier métier d'un commerçant, le premier rôle d'un commerçant qui est de savoir quel produit je dois vendre à mes clients, c'est une compétence qui est historiquement très centrale dans les métiers de distribution physique, la sélection des produits. C'est un sujet qui pour beaucoup de pure players, n'existe pas vraiment. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir une curation très stricte de ton assortiment online. Tu références plein de trucs, puis tu vois ce qui se vend, et c'est tes algorithmes qui hiérarchisent les produits pour savoir lesquels seront visibles parce qu'ils seront dans les premières pages et lesquels seront au fin fond du classement et que de toute façon personne ne verra jamais. Et puis c'est pas grave parce que comme tu n'as qu'un seul stock, voire pas de stock du tout, c'est pas grave. Donc les compétences clés quand même sont très différentes au départ entre un modèle pure player et un modèle physique. C'est d'ailleurs pour ça que souvent les rachats de pure player par des distributeurs physiques donnent des résultats compliqués. C'est que le formatage mental, les modèles économiques et les cultures et les expertises sont très très différentes. Après, quand un pure player commence à vouloir devenir commerçant lui-même, à ouvrir des magasins ou à faire de l'omnicanal, etc., bah, forcément, il se rapproche, il tend la main vers les besoins de compétences du retail physique. Et c'est vrai que les échecs ont été nombreux. Hein. Bon, c'est Système U qui a fermé Télémarket. On peut parler de Gros Bill Auchan, on peut parler de Rue du Commerce et de Carrefour. Le seul cas très intéressant, ça reste Casino et Cdiscount. Euh, C'est vrai. qui est quand même une réussite. Après, juste sur l'e-commerce, il va leur arriver tout simplement à ceux qui sont les leaders de l'e-commerce aujourd'hui, ce qui est arrivé à la grande distribution, il ne faut pas se leurrer. Il va leur arriver l'embourgeoisement, il va leur arriver à un moment donné l'assouplissement, l'endormissement, pardon, et puis il va leur arriver à un moment donné des gens qui vont arriver par en dessous et qui seront plus malins qu'eux et encore plus rapides. C'est la roue du commerce, ça a toujours existé. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir parce qu'on a encore des vieilles enseignes qu'on surbondir. Mais qui que ce soit sur Internet, c'est pas une garantie à vie. Il y a toujours des petits malins qui arrivent et il y en aura encore demain avec de nouvelles technos, avec de nouvelles pratiques. Et puis, ils vont aussi avoir tout simplement, eux aussi, dans 10 ans, une question de pyramide d'âge avec de nouveaux recrutements. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se demander, est-ce que quand on est distributeur physique et qu'on veut devenir omnicanal, est-ce qu'on a besoin de se rapprocher des profils d'expertise et de compétences des pure players? Par exemple, quand on écoute Ocado ou des gens comme ça, qui sont des entreprises fantastiques. Ocado, enfin, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est l'Amazon de la distribution alimentaire en Angleterre, Anglais, voilà. qui opère avec Casino Monoprix maintenant en France. Bon, c'est une boîte formidable, mais c'est une boîte d'ingénieurs. C'est une tech company, comme on dit. C'est pas d'abord un commerçant, c'est d'abord une tech company. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je ne connais aucun retailer physique qui veuille devenir une tech company en Europe. J'en connais pas. Je ne crois pas d'ailleurs pas que ce soit pertinent forcément pour de se rêver comme ça, de se fantasmer comme ça quand on vient du physique.
Il y a un exemple de société qui a poussé très loin le curseur dans le fait d'internaliser des compétences de type pure player, qui est Walmart, qui est face au rouleau compresseur Amazon. Et Walmart a fait évoluer son modèle d'entreprise, son modèle culturel, etc., en intégrant de manière très massive de l'expertise, de la compétence et de la technologie, comme si comme s'ils absorbaient en fait une culture et un modèle de pure player à l'intérieur de leur modèle omnicanal. Mais bon, tout le monde n'est pas Walmart et n'a pas les capacités de gestion de Walmart, hein. Je compléterai en disant quand même, Cédric, on est bien, tu as dit l'expression, c'était ce rêve en boîte techno. Casino et Carrefour aimeraient bien en rêver quand même. Ils sont en phase de réflexion. Et puis après, sur Walmart, je suis bien évidemment d'accord avec toi, mais je rappelle toujours, parce que tout le monde, on avait compris la presse, y compris LSA, on avait tous enterré Walmart face à Amazon. On a tous vu le rebond de Walmart. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le commerce physique. D'ailleurs, c'est une démonstration aussi que tous ceux qui veulent enterrer le commerce intégré, c'est une démonstration que des intégrés peuvent s'en sortir. Et je rajoute juste quand même dans les investissements de Walmart, là on est en milliards de dollars, ils ont très lourdement investi sur le digital, et ils ont eu raison, mais un tiers de leur investissement, c'est dans la rénovation du parc de magasins. Quand tu Donc, regardes les évolutions de CAPEX, de où vont les CAPEX, les investissements de Walmart sur 7-8 ans, c'est incroyable la courbe. Le- les investissements digitaux et de supply chain et de systèmes d'information augmentent. Ils n'explosent pas, mais ils augmentent. Les investissements de rénovation de magasins sont stables. Et par contre, ils ne mettent plus un euro, enfin un dollar, dans la création de nouveaux mètres carrés. Et tout l'argent qui était investi dans la création de mètres carrés, dans la croissance qu'on fabriquait par le carrelage, est réinvesti dans la technologie et le digital. mais tous ceux qui connaissent le commerce américain ont vu, on va dire, en 10 ans, l'évolution des magasins Walmart. Et après, on peut se faire le parallèle, baladez-vous dans des hypermarchés français, vous verrez que c'est peut-être pas la même évolution. J'ai Allez, pas on dit. revient sur les compétences, Sarah. Nous laisse pas digresser, sinon. Ouais, on peut très vite digresser. Non, mais c'est hyper intéressant et je pense que le public apprécie tous ces exemples très concrets hein, qui nous permettent un petit peu de redécouvrir ou de découvrir ces business models assez enfin, en évolution. Et on a parlé de digital, on a beaucoup parlé de e-commerce, etc. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu de data, de big data, qui sont aussi des mots très à la mode, qu'on entend un peu partout, que c'est les nouveaux pilotes de l'activité. Est-ce que il y a des compétences spécifiques associées à ces nouveaux enjeux et comment est-ce qu'on peut les développer quand on a une entreprise qui s'y met, entre guillemets? Ah, vas-y, commence. Dis-nous, est-ce que la data va sauver le retail ou est-ce que c'est que du shit? Alors, je regardais le mur, mais je crois qu'elle n'est pas là. Sinon, je vous la ressortirai, je m'absenterai 30 secondes. J'ai une vieille une de LSA qui date des années 90, les données, l'or noir du commerce. Donc, vous voyez que c'est un très vieux sujet. On Euh, disait les données à l'époque, on disait pas la Avant, on data. disait pas la data. C'était interdit dès qu'on disait un mot anglais, on n'avait pas le droit. Euh, et j'ai une qui est à côté de moi qui date de 94. L'informatique de Casino, une première en Europe, c'était un réseau satellitaire. Donc c'est un très vieux sujet. C'est pas parce que c'est très vieux que c'est pas un bon sujet. Ça reste un très bon sujet. Et la techno, bien évidemment, s'est améliorée. Je crois beaucoup à l'intelligence artificielle. Il va falloir effectivement des experts. Mais après, c'est comme toujours, la data, il faut la collecter, il faut qu'elle soit fiable. Et après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Je dirais pas de nom, mais je vais faire sourire Cédric. Moi, j'ai connu un distributeur qui nous a expliqué qu'il allait tout révolutionner avec de la data en faisant du marketing de précision. Et 3 ans après, avec son enseigne d'hypermarché, il a cru qu'il pouvait casser les prix et concurrencer Leclerc. Et là, c'était la grosse Bertha. Euh, donc, la data, oui, mais il faut savoir la collecter, savoir la travailler et savoir l'utiliser. Et l'intelligence artificielle et tout ce qui va s'en suivre, oui, mais il faudra des compétences pour utiliser tout ça. Mm. Et souvent, quand tu parles de data, les gens pensent data client, CRM, Big Brother, etc. Je pense que dans le retail physique, c'est pas tellement la data client en fait quel enjeu. Et le sujet, c'est pas tellement la data en tant que telle. Je pense que on est dans des métiers
dans un secteur dans lequel le besoin de précision dans les réglages commerciaux et économiques augmente, parce que la concurrence, la dureté des temps, voilà. Donc, tu as besoin d'être beaucoup plus précis dans la justesse de tes choix. Avant la distrib, c'est quand même un monde où on était beaucoup à l'énergie, hein, à l'expertise humaine et à l'énergie. On a besoin d'être plus précis que ça. La data, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend des décisions un petit peu plus documentées, avec un backup analytique plus fort. Alors, on appelle ça data si on veut. Ça peut être soit des trucs relativement basiques, hein, parfois, d'avoir une bonne analyse des stats de vente, de géomarketing un peu élaboré, voilà. Et puis, ça peut être parfois des choses extraordinairement sophistiquées, avec des vrais modèles prédictifs à base d'algo très compliqués, allant jusqu'à mériter le terme d'intelligence artificielle. Et donc, ce qu'on voit bien, moi, il me semble, hein, sur le plan des compétences, c'est que si on veut, et tous les distributeurs ne le font pas, mais si on veut injecter dans le modèle un usage de data un peu sophistiqué, un peu évolué, alors évidemment, on a besoin d'avoir des vrais experts de ça. On a besoin d'avoir des data scientistes, des data analystes, des experts en gouvernance de la data, etc., etc. Mais à côté de ça, on a aussi besoin que tout le monde dans l'entreprise, du chef de rayon au gestionnaire de stock, à l'acheteur, etc., apprennent à combiner ce qui est la base historique de la façon de faire le métier, c'est-à-dire l'expertise produit, la compétence humaine, viennent nourrir ça ou appuyer ça sur une culture de l'analytique beaucoup plus forte. Et donc, c'est deux choses différentes. D'un côté, tu as la data très sophistiquée et les algorithmes au service de la précision sur les trucs compliqués. Et puis après, tu as la data pour les humains normaux, qui est que le chef de produit ou le gars qui va préparer sa négo ou le chef de rayon ou l'animateur régional, on ne peut plus faire le métier comme on le faisait avant, un peu à l'huile de coude et à l'énergie, parce que ça ne permet pas d'avoir les niveaux de précision dont on a besoin pour gagner de l'argent. Et je rajouterais, Cédric, tu as dit effectivement, la data, c'est pas que le client, c'est tout ce qui est opérationnel sur la chaîne, mais la data produit sera essentielle. Toutes les informations qui s'échangent entre un industriel, un distributeur jusqu'au consommateur, sur effectivement, on voit bien que maintenant tout est noté, il faut tout savoir sur tel ou tel produit, pour de la traçabilité, pour la composition produit, et demain avec la blockchain, l'échange de données, ce qu'on appelait l'EDI autrefois, mais au sens beaucoup plus large maintenant, sera essentiel. Et là, on n'est qu'au début de cette révolution de la data produit et cette capacité à tout savoir du produit jusqu'au prénom de lavage dans une bouteille de lait, quoi. Et tu vois, le fait de mettre un peu de data dans toutes les parties du métier, ou en tout cas de mettre un peu d'analytique dans toutes les parties du métier, c'est la même chose que pour le digital. Avant, un chef de produit, tu pourrais dire, chef de produit, le digital, le e-commerce, toi, c'est un peu loin de lui, quoi. Il sélectionne des produits, il négocie des prix avec des fournisseurs. Sauf qu'en pratique, la gamme que tu vas mettre sur ton site internet, c'est pas forcément exactement la même que celle que tu vas mettre dans tes magasins. D'ailleurs, même la gamme des magasins, une fois que tu es omnicanal, c'est peut-être pas la même non plus, parce que peut-être que les produits très encombrants ou à faible rotation, tu vas avoir une gamme super profonde online, et donc du coup, tu peux t'exonérer d'en avoir en magasin. Et puis, dans la façon de travailler, tu vas utiliser des process de sourcing dans lequel tu n'as plus besoin d'aller sur les marchés à Canton. De toute façon, tu n'as plus le droit d'aller en Chine. Et heureusement qu'il y a du digital pour faire du sourcing un peu moderne, voire de la négo en ligne. Les process, le chef de produit, de plus en plus, il va être obligé également de travailler, par exemple, sur les marketplaces et de faire des arbitrages dans sa stratégie catégorielle entre ce que je traite dans ma gamme principale et ce que je sous-traite à mes marchands sur ma marketplace, etc., etc. Et donc, finalement, dans toutes les parties du métier, dans toutes les fonctions, tu es obligé de mettre un peu de digital, un peu de data, un peu de RSE, un peu de partenariat avec des écosystèmes ouverts et une entreprise moins fermée, un peu de etc., etc., etc. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que l'omnicanalisation, si je puis dire, des compétences de l'entreprise, ça consiste surtout pas en ayant quelques jeunes métrosexuels parisiens branchouilles qui porteraient la culture data et omnicanal et digital, et le reste de l'entreprise qui resterait avec des vieux bourrins du carrelage. C'est absolument pas ça l'avenir du commerce. Je prends deux exemples qui m'amusent sur l'utilisation de la data et quel impact ça aura après sur les métiers. Si on regarde Amazon Go, effectivement, sa base de caméras ou d'autres magasins,
Est-ce qu'on croit sérieusement qu'ils vont se contenter à se servir de ces caméras juste pour faciliter le passage en caisse et enlever cet irritant? Ça veut dire que pour les plans merch, parce qu'il n'y a plus personne dans le magasin, il faudra bien analyser le consommateur. Ça veut dire qu'ils vont voir tous les produits posés, pris, reposés, les hésitations. Donc demain, c'est un outil, si c'est bien utilisé avec de l'intelligence artificielle, qui sera très puissant. Et ils vont utiliser ça également parce que le vrai problème de ces magasins-là, c'est qu'il n'y a personne dans le magasin, donc il faut pouvoir voir quelles sont les attitudes clients. Donc là, il y a un outil qui sera très puissant. L'autre sujet qui aura un impact sur les métiers, on voit de plus en plus également en France des magasins qui testent, pour l'instant on n'est qu'en test, des applications pour lutter contre les ruptures en magasin. Je rappelle que ça coûte 4 milliards d'euros les ruptures par an. Donc c'est des petites caméras et vous passez en réserve et vous avez une photo des rayons et dès qu'un rayon est quasiment en rupture, la zone devient rouge et l'employé, l'ELS qui passe devant dans sa réserve voit que c'est rouge et comme ça il va faire son réappro et ça permet de lutter les ruptures. Bon, ça c'est très bien, ça a son utilité encore une fois avec les 4 milliards, mais on peut aller plus loin. Demain ça veut dire quoi? C'est si tous les magasins sont branchés avec ce système-là, le patron de l'enseigne, il a une vision globale de ces ruptures en magasin. Ça veut dire quoi? Qu'il peut commencer à monter des concours internes sur les ruptures pour motiver sur la lutte contre les ruptures. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en négociation commerciale, connaissant un petit peu les distributeurs, Monsieur Ferrero, j'ai noté que tous les lundis matins, j'ai 80% de mes magasins qui sont en rupture. J'ai la preuve. Et là, ça devient un outil de négo. Il faudra inventer Egalim 18 pour régler ça. Mais donc, on voit que la data va avoir des changements, enfin, la donnée va avoir des changements sur les métiers. Mmh. Et moi, si je peux rebondir du côté pédagogique avec nos étudiants, qu'on va aussi après mettre sur le marché du travail, chez eux, il y a parfois une petite obsession de la data. De se dire, bah, justement, il faut maîtriser tous ces sujets avant d'arriver sur le marché du travail pour être compétitif. Mais en fait, on s'aperçoit que finalement, ce dont ils ont besoin, c'est des bases pour comprendre et interagir avec des personnes qui vont plutôt avoir des profils ingénieurs. Et donc, apprendre à travailler en tandem, apprendre à trouver un langage commun pour faire avancer sur ces sujets-là, sans pour autant maîtriser soi-même, être capable de coder, etc., mais d'être capable d'analyser ce qu'on va leur produire, de prendre du recul et d'avoir un regard critique sur des éléments qui auraient pu leur échapper, mais dont il faut qu'ils maîtrisent les fondamentaux. Et donc, c'est vrai que On disait bien, il s'agit bien de mettre un peu de data dans le c'est métier, ça. un peu de digital dans le métier, un peu de RSE, un peu de tout ce que tu veux. On a fait une petite étude, là, une petite enquête à Diamart dans le cadre du lancement de l'Executive Master qu'on fait avec Dauphine. On a interviewé un certain nombre de DG du retail pour leur demander quelles sont les compétences qu'ils estimaient avoir besoin de renforcer dans leur entreprise sur les années qui viennent. Et donc moi, j'avoue que je m'attendais à ce qu'on sorte le digital et la data. Alors, ils sont pas loin, hein, ils sont sur le podium, ils sont pas loin. Mais quand même, devinez quelle est la compétence qui ressort en premier sur lequel ils ont le plus besoin d'élever leur niveau de compétence. Yves, ça fera la boucle avec ton premier point tout à l'heure, c'est le client. C'est le client, la relation client, l'expérience client, etc. Et c'est ce qui est très... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était formidable. Je m'y attendais pas, franchement. C'était une surprise et je me suis dit, bah, les DG du retail, ils sont vachement intelligents quand même, hein. Ouais, non, c'est étonnant, mais en même temps, c'est vrai que ça s'explique aussi par un client qui est de plus en plus complexe, qu'il faut appréhender un petit peu différemment, et donc du coup, qui leur échappe un petit peu sous certains égards. Donc, Voilà. bah, justement, vous avez évoqué, donc on a bien parlé de tout ce qui était data. Vous avez évoqué aussi en filigrane hein, les problématiques de RSE aujourd'hui qui paraissent en tout cas omniprésentes hein, dans les discours et aussi dans les stratégies. Donc, selon vous, comment est-ce qu'on peut acquérir les compétences nécessaires pour mettre en place des stratégies et des plans d'action crédibles, cohérent et pertinent d'un point de vue RSE, parce que on sait tous bien que la limite entre le RSE, le greenwashing, le social washing est parfois fine. Donc, Mais là, c'est la même chose. Tu as besoin de combien de vrais experts en RSE dans une entreprise? Bon, il t'en faut pas des kilos, hein. Donc il faut sans doute un, deux, trois experts. Quand je dis experts, c'est des gens qui sont capables, pour certains d'entre eux sont plutôt des ingénieurs
et qui ont la capacité à démonter ta chaîne de valeur ou faire tes analyses de traces carbone de manière un peu pointue, etc., en se faisant accompagner par des prestataires extérieurs. Mais tu as surtout besoin d'aider tout le monde dans l'entreprise à comprendre ces enjeux, à savoir, à pas être dans l'IACA faucon ou dans le fantasme, mais à avoir une compréhension pragmatique, opérationnelle, à la fois ambitieuse mais concrète, de qu'est-ce que ça veut dire la RSE dans mon métier. Et ça peut passer, alors ça passe un peu par de la formation forcément, ça passe quand même beaucoup, c'est quand même beaucoup le boulot du management, hein, de mettre à disposition de tout le monde dans l'entreprise les leviers, les outils et les savoirs qui vont permettre à chacun d'enrichir son métier par une couche de RSE. Oui, moi je pense qu'on a terminé quand même une très grande partie là, de la RSE, du développement durable, greenwashing, où on place quelqu'un à ce poste-là pour X mauvaises raisons et sans compétences, parce qu'il faut appeler un chat, ça a existé, et qu'aujourd'hui il y a vraiment des gens très très compétents et très motivés. Je crois que là, c'est pas du tout chez les industriels comme chez les distributeurs, c'est plus une question de niveau, de compétence. Je crois que ça qu'ils l'ont compris. Et là où Cédric a raison, c'est une somme de petits gestes en magasin, en entrepôt et dans les transports. Mais c'est ce qu'on apprend à nos enfants. Il faut éteindre la lumière en sortant. Et les cartons dans les réserves, faut pas les jeter. Il y a des presses à balles pour ça. Il faut les mettre dedans. Donc, et ce sont des réflexes quotidiens. Et après, ce qui fait que ça progresse, tout ça, c'est qu'il y en a qui voient que tout simplement, ça a une forme de rentabilité. Euh, Moi, j'ai visité récemment un magasin. Il est quasiment indépendant énergétiquement grâce à du photovoltaïque. Après, oui, il y a à l'extérieur une éolienne et elle tournait pas. Et je demande au directeur, mais pourquoi elle tourne pas? Ça rapporte quoi? Elle me dit, ah, ça rapporte rien, c'est juste pour montrer qu'on est écolo. Parce que l'éolienne, ça se voit. Mais le photovoltaïque sur le toit, ça se voit pas. Alors que ce magasin fait tout bien. Mais il n'a pas su résister au symbole. Mais, Et mais, je, la- je- mais je bon, pense que l'éolienne n'était même pas branchée. Hein. je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Yves. J'ajouterais quand même un point sur la RSE, c'est que tu as quand même certains métiers où tu as des évolutions de pratiques et de façon de travailler qui vont être importantes, notamment sur les appros. Alors, c'est pas tellement dans la distribution alimentaire où tu es revendeur multimarque pour l'essentiel, bon, même si tu as 20% ou 25% de MDD, mais dans les métiers où tu sources toi-même tes produits, tes collections, où tu es en grand import, etc., là, pour le coup, pour les métiers d'achat, ils ont appris leur métier avec des préoccupations qui sont d'abord des préoccupations de prix et de rapport qualité-prix, à aller mettre là-dedans une authentique préoccupation RSE, alors qui est écolo, mais qui est aussi sociale et sociétale. Ça, c'est des changements de façon de travailler qui peuvent être très importantes et avec des besoins d'accompagnement en formation pour le coup qui sont réels. Mais Sarah, vous êtes mieux placée que moi pour confirmer ou pas, mais je pense quand même, ou dire si je dis une bêtise tout simplement, je pense quand même que les distributeurs sont conscients des réflexes des jeunes et aujourd'hui, un jeune qui postule regarde systématiquement sur un Internet avant de venir à un rendez-vous la responsabilité de l'entreprise. Et quand on a un problème de marque employeur, quand on se dit qu'effectivement, une enseigne de grande distribution, ça fait pas forcément rêver tous les jeunes, l'enseigne qui ne travaille pas ça n'aura pas les compétences. Donc aujourd'hui, rien que pour la marque employeur, pour l'image et pour le recrutement, c'est également, c'est pas que pour ça, mais c'est également important. Ouais, effectivement, c'est un véritable critère de choix aujourd'hui pour une grande partie des étudiants. Alors, pas encore tous, mais on sent que plus les générations passent et plus ce sujet est une préoccupation centrale pour eux. Donc, effectivement, se renseigner en amont. Et puis aussi, ce que je me suis aperçue cette année, c'est qu'ils ont aussi des bons réflexes. Donc, non seulement d'aller regarder les sites, mais aussi d'aller interroger d'autres qui sont passés par la boîte pour avoir accès à la vraie information. Et donc, ça aussi, c'est assez intéressant entre ce qui est affiché sur le site de l'entreprise et ce que eux vont aller regarder et creuser. Moi, je crois beaucoup à ça, parce que je pense que c'est très important ce que tu dis, Sarah. C'est que, curieusement, c'est quelque chose qui a tardé à venir. La systématisation du réflexe de quand je réfléchis à un job, je commence par demander à des salariés existants ou anciens de l'entreprise. Le TripAdvisor de l'emploi. Hein. Et
curieusement, j'ai pas l'impression que les gens faisaient beaucoup ça jusqu'à il y a finalement encore peu de temps, alors que c'était facile à faire, hein, via LinkedIn, tu repères facilement les anciens. Et là, pour le coup, je pense que ça y est, notamment sur les sujets de ce que tu évoques, de la bienveillance, du respect des gens, de l'authenticité du discours RSE, etc., etc. Et ça, c'est très très bien parce que ça veut dire que le bullshit sur la culture managériale, la culture RSE, etc., c'est terminé. Et que si les entreprises ne permettent pas à leurs collaborateurs de progresser, de grandir, d'être une entreprise apprenante, etc., etc., ça va Mmh. devenir terrible sur le plan de la marque employeur. Mmh. Et pardon, c'est une petite digression, mais ça m'avait tellement amusé. Il y a quelqu'un qui m'a raconté la semaine dernière qu'il est effectivement difficile de recruter des jeunes, bon, développement durable, RSE, mais également télétravail, conditions de travail, etc. Et il dit, donc maintenant, tout est une question de vocabulaire. Donc, à des entretiens d'une personne qui voulait vraiment avoir, il lui a dit, mais votre mois de vacances l'été prochain, si vous venez, ça va vous coûter combien? Et le jeune a hésité à répondre et le DRH l'a un peu poussé. Mais ça va vous coûter combien? Donc il a dit une somme. Il a dit, ben, c'est simple, on vous offre tous les ans vos vacances. Ah, c'est malin. Donc ça revient à dire, je vous donne une prime, mais c'est moins, un jeune, il est moins attiré par la prime. Mais de lui dire, je Te passe vous tes offre tous les vacances. mois, tous les Ouais. ans, votre mois de vacances, j'ai trouvé ça magnifique. Ah, Pardon, c'est une digression. c'est un peu racoleur, mais c'est astucieux. Non, mais effectivement, on n'a pas forcément les mêmes attentes hein, aujourd'hui. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est même pas que pour le job final. C'est-à-dire que déjà pour les stages d'année de césure, typiquement, ils sont déjà hyper attentifs à tout ça, voire même en tension eux-mêmes. C'est-à-dire, on m'a toujours dit qu'il fallait que j'aille dans les grands groupes, mais je ne me retrouve pas forcément dans les valeurs, dans les pratiques, dans le management. Et donc, comment je fais si je veux m'orienter vers d'autres entreprises avec des structures alternatives, avec des plus petites tailles qui m'apporteront autre chose. Et donc, casser aussi cette culpabilité autour du choix de l'entreprise, c'est aussi important et ça fait partie de notre rôle. Ok. Alors, Alors, les compétences, comment la question, c'est derrière, une fois qu'on sait lesquelles on veut, c'est comment on les bah, acquiert et comment on comment. les acquiert? Et justement, c'était ma question, c'est où sont les nouveaux talents dont les retailers ont besoin? Est-ce qu'ils sont en interne? Est-ce qu'ils sont en externe? Est-ce que le modèle de promotion interne, il reste valide aujourd'hui quand on a besoin de nouvelles compétences qui viennent pas du terrain comme celles qu'on a pu évoquer jusqu'à présent? Donc, à votre avis, comment aujourd'hui on va sourcer ces nouvelles compétences? Alors là, on avait une question aussi là-dessus dans la petite enquête là dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, les résultats sont très très clairs et pour le coup assez cohérents. D'abord, le vieux modèle historique de la distribution qui dit je privilégie la promotion interne en fait, et faire grandir les équipes, commencer avec des jobs pas forcément très capés en sortant de l'école, et puis monter les marches et finir potentiellement patron. Donc évidemment, il est un peu moins facile à appliquer dans tous les domaines qu'il y a 30 ou 40 ans, mais ça reste quand même quelque chose qui est le premier souhait de très longs DTG, c'est de dire si je peux faire grandir les compétences dans mon entreprise en faisant grandir mes collaborateurs et en upgradant mes équipes actuelles, c'est clairement le premier choix, le choix par défaut, si je puis dire. Et je ne vais chercher à l'extérieur que si je suis obligé parce que je ne trouve pas ce qu'il me faut dans mon entreprise. Et donc, sans surprise, ce qu'on va aller chercher à l'extérieur, c'est les compétences pointues d'expertise, plutôt sur le back-office. Si j'ai besoin d'avoir des gens très pointus sur des approches, par exemple, je sais pas moi, déjà des gens qui, mes systèmes d'information, vont être sur de l'informatique agile, alors que historiquement j'étais sur de l'informatique grosse Bertha. Si j'ai besoin d'experts de la data, mais sur la partie sophistiquée, avancée de la data, comme je disais tout à l'heure, bah, évidemment que je vais plutôt aller les chercher à l'extérieur. Sur le cœur de métier, je vais privilégier le fait de faire grandir mes équipes par la formation continue. Il y a un cas intéressant qui est qu'on parlait de la priorité à la compétence client tout à l'heure, et on voit bien que là-dessus, ils sont assez pragmatiques. La préférence, c'est si possible, évidemment, faire grandir en interne, mais bon, je suis conscient qu'en même temps, j'ai besoin de renforcer la culture client de mon entreprise et d'upgrader ma compétence là-dessus, et donc j'hésite pas à aller sourcer à l'extérieur si j'ai besoin pour monter une marche en termes d'expertise.
Donc la réponse est assez équilibrée, on va dire. Si je peux, je fais grandir par la formation continue, c'est ma priorité, mais de manière assez pragmatique et assez différenciée selon les types de compétences. Je vais sourcer les experts quand j'en ai besoin. On a dans le chat une question de Stéphane sur ce sujet. Je cite, hein, mais les talents dont les retailers ont besoin sont-ils nécessairement des jeunes diplômés? Effectivement, là, on revient à cette idée entre les jeunes qui sortent du marché de l'école et ceux qui ont connu la promotion interne. Non, bah, pas du tout. Et d'ailleurs, on peut aussi recruter des gens qui viennent de l'extérieur et qui ne sont pas des jeunes diplômés. Dans les équipes produits, Yves, hein, les équipes achats, tu as plein de gens qui viennent de l'industriel, par exemple. Oui. Mais l'époque, moi j'ai connu cette époque début des années 90 où, on va dire, une grande enseigne d'hypermarché, c'était que de l'interne. Et on arrivait, ce cas est réel, le responsable des fleurs et plantes est devenu responsable de la logistique du jour au lendemain. C'est vraiment un cas réel que j'ai connu. Donc ça a ses limites, bien évidemment, on n'en est plus là aujourd'hui, il faut des experts, mais ce qu'a dit Cédric est très juste, c'est-à-dire la promotion interne, il faut surtout la garder, c'est très bien. Et après, il y a des spécificités. Et là, il faut faire appel à l'extérieur. Après, on a vu quand même en quelques dizaines d'années l'évolution où effectivement les distributeurs notamment sont moins corporate, c'est fini l'époque où on ne faisait sa carrière que chez Carrefour ou que chez Casino. Il y a beaucoup plus de transferts. Et après, nous, on a vu avec intérêt les premiers industriels, tu l'as dit Cédric, arriver dans la distribution. Et c'était au départ assez mal vu. Alors on dit souvent que pour les directions, c'est souvent des échecs. Alors tout le monde cite un ancien de Nestlé à la tête de Carrefour. Ouais. Mais il y a un contre-exemple, c'est un ancien de Kraft à la tête de Promodes. Donc il n'y a pas de cas unique, mais je crois que le mélange de cultures, ça fait du bien. Et moi, personnellement, je crois beaucoup au mélange des âges, c'est peut-être parce que je vieillis, mais j'ai entendu récemment un distributeur me dire, Yves, autour de moi, j'ai que des gens de 65 ans qui ont tous commencé en stage palette et je n'en vends plus. Et puis il a fini par mettre que des énarques. Il en est revenu parce qu'effectivement, le mélange, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, il est très bien d'avoir des connaissances carrelage appuyées par des personnes qui ont des compétences digitales. C'est ça qui est la force d'une entreprise. Donc, tu es 100% d'accord avec ça. Il y a quelques distributeurs qui ont poussé trop loin la barre du recrutement à l'extérieur. Par exemple, sur les équipes produits, tu as certains retailers où la majorité des équipes produits viennent de l'industriel. Ça, c'est une erreur aussi. Oui. Ça ne marche pas non plus. Et donc, d'abord, ça ne marche pas sur le plan du discours, de la preuve managériale que tu donnes en interne. Qu'est-ce que tu dis à tes collaborateurs si dès que tu as un job un peu intéressant et un peu mieux payé qui se libère, tu vas le sourcer avec quelqu'un qui vient de l'extérieur? Enfin, c'est dramatique en termes de message en interne. Et donc la capacité, comme les besoins de compétences, comme on disait tout à l'heure, pour reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure avec Yves, comme tous les métiers sont en train d'avoir besoin de s'enrichir, de compléter, qu'il faut mettre un petit peu de data, un petit peu de RSE, un petit peu d'omnicanal, un petit peu de tout ça, un petit peu de tout ce qu'on veut dans tous les métiers, on a besoin d'upgrader en fait les compétences de chacun. Et donc ça veut dire que l'effort de formation continue au fil de la vie dans les métiers du retail, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que par le passé en fait. Et si les entreprises font pas ce qu'il faut pour pour rassurer leurs collaborateurs sur le fait qu'ils vont leur donner les capacités à grandir et à accompagner ce mouvement, et qu'à chaque fois on va recruter à l'extérieur, mais c'est dramatique sur le plan du message managérial. Ouais, et pour rebondir, parce que là, Stéphane nous dit, il faut de tout pour faire un monde, la richesse de la diversité. Effectivement, ça complète bien ça résume bien ce que tu disais, Cédric. Et effectivement, chez les jeunes diplômés, en tout cas, on a conscience que toutes ces petites nouveautés qui viennent enrichir les métiers, ils sont des attentes des entreprises aujourd'hui. C'est pour ça que nous, on fait évoluer sans cesse nos formations pour nous adapter à ça. Typiquement, en formation initiale cette année, nous avons
construit un cours de responsabilité sociale des distributeurs pour sensibiliser les étudiants, les faire réfléchir à ces questions, même si on n'est pas une formation intégralement tournée autour de ces sujets-là, mais il était important pour eux à un moment donné de s'arrêter sur ça, parce qu'on sait que les entreprises les attendent au tournant sur ces sujets-là. Et effectivement, nous, on a aussi, dans notre perspective de création de notre formation continue, la volonté de faire des liens entre les jeunes et les moins jeunes qui seront dans la formation continue, et justement de les faire discuter entre eux pour qu'ils puissent voilà, se nourrir les uns des autres, que les jeunes puissent se nourrir de l'expérience des plus anciens, et puis que les plus anciens puissent comprendre les désirs des jeunes, leurs nouvelles attentes, quel est le monde dans lequel ils voudraient évoluer dans le retail demain. Et donc ça, pour nous, c'est aussi une vraie force qu'on a envie de déployer et qui, à mon sens, est un vrai élément important et créateur de valeur pour les personnes qui nous rejoindront. En tout cas, et là où tu as raison, quand on dit qu'il faut mettre un peu de tout dans tout, quelque part, il faut avoir des gens, en tout cas, qui ont une lecture un petit peu large des choses. Alors, on a besoin d'expertise, mais en même temps, on a besoin d'avoir des gens ouverts. C'est la troisième question qu'on avait posée dans la petite enquête qu'on a fait. Là, on demandait au DG, dans ton codir de demain, comment tu hiérarchises ce que tu attends plutôt en termes de soft skills, de type d'expertise de la part de tes gens? Est-ce que tu veux plutôt des gens qui soient capables de faire bouger? Et c'est les compétences, en fait, de management, d'embarquement des équipes qui sont clés. Est-ce que c'est des compétences plutôt stratégiques, de vision 360, etc. Ou est-ce que c'est des compétences d'expertise technique pointue? Et de manière très très claire, la compétence la plus valorisée, la plus recherchée par les DG pour leur codir de demain, c'est la capacité à faire bouger, à entraîner en premier, et la vision 360 en deuxième. Les expertises pointues viennent clairement en troisième. Et donc on est bien dans cette idée qu'en fait, c'est pas le retail de demain, c'est pas un expert de la data à côté d'un expert du e-commerce, à côté d'un expert de la RSE, etc. Et puis qu'il n'y aurait que ces experts-là, puis en dessous des troufions qui feraient le métier avec peu de valeur ajoutée. C'est pas du tout ça, le modèle du distributeur de demain. Le modèle du distributeur de demain, c'est des gens qui, à tous les niveaux de l'entreprise, ont des responsabilités plutôt plus larges, plutôt plus riches, plutôt plus complexes que ce qu'ils avaient par le passé, qui donc ont besoin d'être un petit peu plus multitâche, un petit peu plus multi-compréhension en tout cas, c'est-à-dire capable d'intégrer dans leur pratique professionnelle des dimensions dont ils ne sont pas des experts, mais qu'ils ont suffisamment compris pour pouvoir plugger ça, on va dire, dans leur métier à eux. Et deux petites remarques, Cédric. Les distributeurs ont perdu un levier important depuis une dizaine d'années pour les profils, les incitations à venir, c'est l'international. Très longtemps, on venait dans la grande distribution pour aller à l'étranger. Et ça faisait un beau cursus, etc. Bon, l'international, c'est plus ce que c'était pour la distribution française. Ça, c'est la première chose. Et puis après, juste une petite remarque comme ça au passage. Le mot expert me gêne toujours un petit peu parce que l'expert, d'accord, c'est l'expert de l'intelligence artificielle ou de je ne sais quoi. Mais l'expert, c'est aussi un très bon boucher. C'est un expert aussi. Et c'est très, très dur à recruter un bon boucher, un bon poissonnier. Et la grande distribution galère totalement pour les recruter. Et ça aussi sont des experts. Non, mais tu as raison. Aujourd'hui, avant, il y a 10 ans, on avait du mal à trouver des gens compétents en digital qui comprenaient en même temps le commerce. Maintenant, ça va mieux. Il y a 3 ans, on avait du mal à trouver des gens qui connaissaient la data et qui pouvaient travailler dans le retail. Ça commence à aller un petit peu mieux, même si le marché est encore tendu. Par contre, le marché de l'emploi qui reste très, 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 très tendu, c'est les bouchers, les experts en fruits et légumes, etc. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Et qui peut-être aussi, voilà, il y aura aussi probablement des vocations chez nos jeunes. On observe beaucoup de jeunes qui passent des CAP pâtisserie, des CAP cuisine, etc., en parallèle de leurs études académiques pour justement aller aussi vers ces métiers. On retrouve le lien, la connexion à la nature, au réel, en fait, quelque part, et sortir un peu des tableaux Excel, c'est aussi parfois aussi une recherche chez les jeunes, donc c'est intéressant. On va bientôt falloir conclure. J'aurais peut-être une petite question à vous poser. Si vous deviez là maintenant me donner 2 compétences aujourd'hui nécessaires dans le retail. Être le plus important,
Les deux compétences, je pense que c'est très clair. C'est plus une compétence, une conviction qu'une compétence. C'est être convaincu que le plus important, c'est le client et d'être authentiquement obsédé par le client. De se lever le matin en se disant qu'est-ce que je peux faire pour mes clients, prums. Et deux, c'est la compétence managériale. Et donc, c'est de se lever le matin en se disant aussi qu'est-ce que je peux faire pour mes collaborateurs. Et ça n'a rien de très neuf, hein, ce que je te dis là. Hein. Non, non, non. C'est pas très digital, c'est pas tout ce que tu veux, je sais pas. Mais alors, pour le coup, je pense que c'est les deux compétences absolument fondamentales. Après, est-ce que c'est très spécifique au retail et est-ce que c'est pas vrai dans tous les secteurs d'activité? J'en sais rien. Moi, je connais que le retail. Alors, je suis d'accord avec Cédric, je rajouterais de gommer un travers français que je vais résumer en comparant avec Amazon. C'est-à-dire, Amazon teste quelque chose, il se plante, il fait demi-tour et tout le monde dit, regardez, c'est la souplesse, c'est le test and learn d'Amazon, c'est extraordinaire. Un Français fait la même chose, c'est scandaleux, c'est un échec et c'est marqué sur son front jusqu'à la fin de sa carrière. Donc, je crois que ce soit les salariés, les managers, on doit apprendre des échecs et accepter l'échec. Et ça, c'est pas dans notre culture. C'est vrai. Il n'y a que les échecs qui permettent d'avancer. Il faut lancer des projets. Forcément, il y aura des échecs. Mais en France, on n'a pas cette culture de l'échec. Mais ça vient de notre système de notation à l'école. Enfin, là, on pourra en parler des heures. Alors, puis revenons à l'école. Sarah, parle-nous un peu de l'executive master. T'as vu la liaison quand même, pas mal. Hein, pas mal, hein, Non, quand non, même. avec plaisir. Alors, juste avant de passer quand même à l'exécutif, on a Christophe dans le chat qui nous a dit qu'il était d'accord avec toi, Cédric, et qui est aussi sur la capacité à travailler ensemble, fin des silos, donc qui rebouclait avec ce que tu disais précédemment. Et je pense que c'était important quand même de souligner les propos de Christophe dans le chat. Effectivement, donc nous, avec Cédric, donc en fait en partenariat entre Dauphine, l'exécutif de Dauphine Education et Cédric, au travers de son cabinet, enfin son groupe Diamart Consulting, enfin Diamart Group et en particulier la partie consulting de Diamart, nous avons travaillé main dans la main pour lancer une formation en fait en retail et une formation continue. On s'est dit qu'effectivement, les compétences évoluaient, les métiers évoluaient et pour autant, dans la formation continue, dans le paysage, quand on regardait, on n'avait que des formations très généralistes, des executive master en management, des MBA en management, très généralistes. Or, dans le retail, il y a quand même des spécificités qui font que dans la formation, on a besoin d'avoir des cours dédiés, avec des cas dédiés et donc d'aller plus loin que juste du généraliste qui s'applique à tout. Donc ça a été notre première réflexion. Notre deuxième réflexion, c'est de se dire, OK, maintenant qu'on a dit ça, on fait quoi? Donc on a souhaité faire un programme qui était vraiment avec une vision 360. Dans le retail, d'aller de la stratégie à l'opérationnel, en passant par tous les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, une belle importance qui est donnée aux clients, une importance aussi qui est donnée à la data, à la technologie, à la RSE, etc. Donc, cette idée d'avoir un programme ultra complet et surtout différent car animé par deux types de profils. D'un côté, des académiques, donc des enseignants-chercheurs spécialisés de ces questions-là, et puis d'un autre, des professionnels qui, eux aussi, de par leur expérience et leur expertise, vont apporter quelque chose de différent, notamment autour de l'opérationnalité. Donc, l'idée étant d'accompagner les retailers sur une formation complète qui dure de 40 jours de formation qui s'étale sur 15 mois et qui ouvrira à partir d'avril 2022. Donc n'hésitez pas, hein, Louise vous a mis dans le chat tout à l'heure le lien de la formation. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Et puis on organise une réunion d'information prochainement le 13 décembre. Donc là aussi, vous trouverez toutes les informations sur le site. Donc avec plaisir pour venir répondre à vos questions. Et Et peut-être Cédric, si tu veux ouais, compléter. donc, parce que pour toi, c'est évident ce que c'est un executive master, mais je ne pensais pas Ah, forcément le pour tout le monde. Donc, c'est des formations, comme tu disais, 15 mois. C'est 2-3 jours par mois, grosso modo, de présentiel plus des devoirs à la maison quand même. Hein. Donc, c'est à la fois. Donc, c'est absolument compatible avec le fait de rester en poste. Ça veut dire que vous allez avoir une vie un peu plus intensive pendant une année, mais c'est pas non plus comme un MBA ou quelque chose comme ça où on vit plus, quoi. On n'a plus de vie perso, on y passe tous ses week-ends. On n'est quand même pas non plus dans ce niveau d'intensité. Et ça vise typiquement des gens qui ont quelques années d'expérience, qui sont à un statut cadre et qui sont soit juste en dessous d'un CODIR, soit qui aspirent à rentrer au CODIR bientôt, soit qui sont les membres juniors de CODIR et qui ont besoin d'élargir un peu. Voilà. Donc typiquement, je sais pas moi, un responsable régional qui veut devenir ou qui va devenir
patron de réseau, un chef de groupe marchandises qui va devenir patron des achats, etc. Donc, ces gens-là ont besoin, d'une part, d'actualiser leurs compétences, parce qu'ils sont sortis de l'école il y a sans doute 6, 7, 8, 10, 15 ans, plutôt 8, 10, mais bon, ça peut dépendre. Et donc, ils ont besoin de rajouter une couche de data, une couche de digital, une couche de RSE, une couche de tout ce qu'on a dit là. Et ensuite, ils ont besoin, dès l'instant où ils sortent de leur silo, de leur fonction un peu étroite, pour s'approcher d'un niveau CODIR, bah, ils ont besoin de raisonner plus 360 et d'avoir une vision plus globale des choses, plus décloisonnée. Voilà. Donc, c'est typiquement à ces publics-là que s'adresse la formation. Yves, c'est une idée? Non, je disais bravo, c'est bien de lancer ces initiatives. Bravo à tous les deux. Non, bah écoute, merci, hein. Et puis juste pour le mot de la fin qu'on a évoqué tout à l'heure, on a parlé de diversité et c'est ça aussi qu'on a envie de promouvoir dans cette formation, la diversité des profils, la diversité des secteurs et des métiers, parce qu'on pense que voilà, le rôle aussi de la formation continue, c'est de se faire rencontrer des gens qui vont travailler ensemble pendant quelques mois et qui vont se nourrir aussi les uns des autres. Nous, on est là pour vous transmettre, mais vous aussi, vous allez pouvoir apprendre les uns des autres et ça, c'est aussi une richesse qui est difficilement mesurable. Alors, on a Christophe qui nous dit: j'ai eu la chance il y a 12 ans de faire le Master 206 à Dauphine. En VAE à 42 ans, je suis passée de chef de groupe marketing à DG grâce à cette ouverture et les connaissances acquises. Si j'avais eu la chance de faire cet exécutif, je l'aurais fait. Bien, écoutez, Christophe, on vous aurait accueilli avec grand plaisir, mais vous pouvez toujours. T'es Hein. pas trop vieux, Christophe, t'es pas trop vieux. T'es peut-être un peu trop compétent, mais t'es pas trop vieux. Bon, très bien. Bah, écoutez, un grand merci à vous, hein, Cédric et Yves, pour ces riches échanges et pour tout ce que vous avez apporté aujourd'hui comme éclairage hein, sur ces questions qui sont quand même complexes et qu'on adresse assez peu souvent finalement. Cette histoire de compétences, eh bien, on le vit au quotidien, mais on en parle peu. Donc, c'était aussi un bon moment d'échange. Donc, je vous remercie vraiment pour le temps que vous nous avez accordé. Et puis, il y aura le replay qui sera disponible. Donc, pour ceux qui ont perdu la connexion ou le fil, vous pourrez sans aucun problème retrouver tout ce qui s'était dit. Vous pouvez surtout le recommander à vos camarades dans vos entreprises. Merci, Sarah. Merci à tous. Merci et bonne soirée. Bonsoir, merci à vous. Merci à vous. Ciao. Merci.